Allez, dans un instant, on retrouve Hélène Frade pour la revue de presse internationale. Un mot de la principale actualité de ce mardi, ce rapport qui dévoile l'ampleur des abus sexuels et viols sur mineurs au sein de l'Église en France. Le rapport de la commission Sauvé sera rendu dans la matinée à 9 h heure de Paris. Tout cela après 2 ans et demi d'enquête, les témoignages de centaines de victimes. La période qu'il couvre est très vaste, des années 50 à nos jours. Un titre qui fait évidemment la une de la presse. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien. On attend donc la publication de ce rapport de la Commission sur les abus sexuels dans l'Église depuis 1950. Qu'il s'agisse de l'ampleur de ces agressions ou du silence des autorités, ce rapport s'annonce accablant pour l'institution catholique, d'après Libération, qui évoque, on le voit, des crimes de masse dont la révélation s'apparente à un séisme. Pour le journal, ce rapport prouve que la hiérarchie de l'Église aurait non seulement fait preuve d'une lâcheté insigne tout au long des dernières décennies, en étouffant toutes les tentatives de faire éclore la vérité, mais qu'elle se serait aussi comportée de façon criminelle, je cite, en laissant se perpétrer des actes condamnés par la loi des hommes, des actes qui ont brisé des dizaines, voire des centaines de milliers de vies. L'omerta va-t-elle se poursuivre ou le principe de lucidité et de dignité va-t-il pousser l'Église à reconnaître enfin sa responsabilité collective? D'après Libé, il serait plus que temps de mettre fin à l'obligation de célibat des prêtres qui engendre frustration et culpabilisation, autant de sentiments aptes à rendre fou. Et ce n'est pas en misant sur le mensonge que l'Église va garder ses fidèles, mais en explosant les carcans et les interdits d'un autre âge, je cite. Si l'Église doit trembler, eh bien, qu'elle tremble. Dans un entretien aux Parisiens, Véronique Margron, la présidente des religieux et religieuses de France, qui fait partie des destinataires de ce rapport, dit vouloir en finir avec le déni. Oui, cela va être un choc terrible, car cela doit l'être. Si des pans de l'Église devaient disparaître, c'est qu'ils devaient s'effondrer. À la une également ce matin, la suite des révélations donc des Pandora Papers sur l'évasion fiscale pratiquée par des dirigeants, des personnalités du monde entier. Et parmi les personnalités impliquées dans ce scandale, on trouve l'ancien patron du FMI, le Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn. Devenu conférencier et consultant international, l'ex-candidat à la présidentielle française a désormais pour clients des oligarques, des entreprises et des chefs d'État, parfois peu recommandables. Une activité qui rapporte gros, en tout cas à l'ex-ministre de l'économie français, qui a implanté ses sociétés dans des pays n'ayant aucun impôt sur les bénéfices, d'après Le Soir, qui parle, Damien, de 21 millions d'euros de profit, détaxés sur 5 ans. Au Royaume-Uni, The Guardian rapporte que le parti conservateur se retrouve également sous le feu des critiques pour avoir reçu, quant à lui, des millions de livres de la part de plusieurs donateurs, notamment russes, accusés ou soupçonnés de corruption. Ces donateurs, on le sait, ont fréquemment recours à des prestigieux cabinets d'avocats pour effectuer les montages financiers qui leur permettent d'effectuer leurs opérations en catimini et ensuite d'échapper à l'impôt. Parmi ces cabinets, Le Monde cite la firme américaine Baker McKenzie, un cabinet d'avocats mentionné indirectement dans plus de 7500 documents provenant de cabinets offshore installés au Panama, à Chypre, aux îles Vierges britanniques, auxquels Baker McKenzie aurait délégué la création et la gestion de centaines de sociétés écrans pour le compte de ses clients et donc éviter ainsi de se compromettre directement, en n'ayant pas évidemment son nom associé à des sociétés qui se révèlent être souvent des coquilles vides. La firme Baker McKenzie, que le journal accuse par ailleurs, Damien, de jouer de son influence pour limiter la réglementation internationale et satisfaire ses clients à la réputation, là encore, parfois sulfureuse. Ouais, c'est passionnant, ça à lire dans Le Monde et ça explique un peu tout ce fonctionnement. Direction à présent l'Inde où la lutte des paysans contre la réforme agricole du gouvernement est de nouveau en train de dégénérer en ce moment. Malgré la suspension de ces lois l'année dernière par la Cour suprême indienne, les manifestations se poursuivent pour obtenir leur abrogation et la contestation pourrait en effet reprendre un tour violent depuis la mort dimanche dans l'Uttar Pradesh de 8 personnes, dont 4 agriculteurs, percutés par un convoi de voitures dans lequel se trouvait le ministre fédéral adjoint de l'Intérieur ainsi que son fils. D'après The New York Times, la police enquête pour savoir si l'un de ces véhicules a percuté délibérément la foule et l'incident aurait en tout cas rallumé les braises du mouvement qui a été entamé il y a bientôt un an. De son côté, le gouvernement indien
semble jouer la carte du pourrissement et The Indian Express s'inquiète de la récente décision de la Cour suprême indienne d'interdire le blocage des routes par les protestataires. Une décision qu'il perçoit comme une atteinte au droit des agriculteurs à manifester. Traitons les paysans avec dignité et respect. Ne coupons pas la main qui nous nourrit, plaide le journal. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Il faut laisser du temps au temps, dit-on, et beaucoup de temps même parfois. Nos camarades de France Bleu racontent l'histoire touchante d'une septuagénaire qui a attendu 60 ans, Damien, pour rembourser à la ville de Jarny, c'est dans l'est de la France, la mandoline qu'elle avait endommagée alors qu'elle était toute petite. Aujourd'hui résidente en Israël, la vieille dame a envoyé un chèque de dédommagement de 500 € à la municipalité et elle a exprimé aussi son besoin de réparation. Merci beaucoup, Hélène Frad. Il y a des